Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule de sciences numériques et technologies destinée aux élèves de seconde. Aujourd'hui, nous allons parler de données numériques et plus particulièrement de quelques repères historiques concernant ces données et leur traitement. Le stockage et le traitement des données sont des actions que nous réalisons quotidiennement sans même y penser. Mais revenons un peu en arrière, là où tout a commencé. Nous sommes en 1725. Basile Bouchon, un tisserand lyonnais, soucieux du travail bien fait, a inventé le ruban perforé qui permettait de contrôler le passage des aiguilles dans un métier à tisser. C'était un long ruban de papier, souple et solide, percé de trous, disposé dans le sens de la largeur. Ce système a conduit à l'automatisation de la production du tissu. L'ingéniosité du système de perforation a été utilisée plus tard, à partir des années 1930, dans le stockage des données. Le long ruban a été remplacé par des cartes. Les informations stockées sur ces cartes étaient modélisées par la présence ou l'absence de trous à une position donnée. Le modèle le plus courant était la carte perforée à 80 colonnes, rectangle de carton fin dont un coin était tronqué pour repérer le sens de lecture par les machines. Les cartes étaient perforées par des opératrices qui travaillaient à raison de 15 000 caractères à l'heure, soit environ 4 toutes les secondes. Les ordinateurs ont été équipés de périphériques capables de lire et de perforer les cartes jusque dans les années 80. Mais ce processus était laborieux et lent, et il a été remplacé par le stockage magnétique. Ce type de système est apparu au cours de l'année 1956 avec l'invention par IBM du disque dur, en anglais hard drive. Le premier modèle, l'IBM 350, mérite une description qui peut paraître aujourd'hui surprenante. Il pouvait stocker 5 millions de caractères, mais à quel prix? Les dimensions de sa carrosserie étaient les suivantes. 1,52 m en façade, 74 cm de profondeur et 1,72 m de haut. Ce meuble contenait 50 disques ayant un diamètre d'à peu près 61 cm et recouverts d'oxyde de fer, ce qui représentait 100 faces d'enregistrement portant chacune 100 pistes. La lecture se faisait par deux bras qui se déplaçaient verticalement pour sélectionner le bon disque et horizontalement pour accéder à la bonne piste. Dès le début des années 60, des recherches sont lancées pour inventer des supports de mémoire plus légers et plus économiques que les disques durs de l'époque. En 1967, la disquette a été lancée par IBM dans une version 8 pouces, correspondant à une dimension d'environ 20 cm. Appelée encore disque souple ou floppy disk, elle est composée d'un fin disque de plastique souple, renforcé en son centre et sur lequel est apposé un substrat magnétique. L'ensemble est enveloppé dans une coque de protection. Elle sera suivie en 1976, puis dans les années 80, de modèles plus petits, les disquettes 5 pouces 1 quart et 3 pouces et demi. Jusqu'à la fin des années 80, elles resteront le support de stockage des systèmes d'exploitation des ordinateurs, des logiciels, mais également des données. L'invention du disque dur et l'avènement des disquettes a permis d'utiliser les ordinateurs pour collecter, classer et stocker de grandes quantités d'informations de façon plus souple et plus performante. Le terme database, base de données, est apparu en 1964 pour désigner un ensemble d'informations. Celles-ci peuvent être de nature différente ou plus ou moins reliées entre elles. C'est en 1970 qu'Edgar Frank Codd, un informaticien britannique, a proposé un système permettant de structurer les données afin de les traiter plus facilement. Il invente le modèle relationnel, qui est basé sur une organisation des données sous forme de table. La manipulation des données peut alors entrer dans une nouvelle ère utilisant des outils mathématiques pour les traiter et les gérer. L'apparition et le développement des ordinateurs individuels, et notamment ceux de la firme Apple, a favorisé la création de logiciels et d'applications. En 1979, le premier programme informatique capable de manipuler des feuilles de calcul est né. Ce tableur, appelé VisiCalc, est d'abord conçu pour l'Apple II. Il était destiné au traitement de données financières. Il a été l'un des facteurs clés
du succès des ordinateurs de bureau par la suite. L'évolution de l'informatique a engendré une croissance exponentielle des données récoltées. Elles sont devenues si volumineuses qu'elles ont dépassé rapidement les capacités d'analyse humaines, mais également celles des outils informatiques utilisés jusqu'alors. Pourtant, leur traitement est indispensable pour l'homme, comme par exemple celui des données météorologiques pour prévoir à partir de modèles, ou encore biologiques pour décoder l'ADN par exemple. Cet ensemble volumineux de données a pris le nom de Big Data à partir des années 2000. Avec l'essor de la quantité de données collectées et traitées, est né le risque de dérive de la part de gouvernements ou d'entreprises. Et on peut s'inquiéter également quant à la protection des données de la vie privée. En 2009, Barack Obama, alors président des États-Unis, crée l'Open Government Initiative. Il repose sur 3 grands principes. La transparence, c'est-à-dire que les citoyens sont tenus au courant des actions du gouvernement en ayant accès aux diverses informations fournies. La participation des citoyens, qui permet aussi au gouvernement, grâce à des consultations et des débats, d'améliorer la qualité et l'efficacité de ses décisions. Et enfin, la collaboration, en faisant appel aux citoyens pour coopérer avec les administrations, les ONG ou les entreprises. Le gouvernement américain donne ainsi libre accès aux données. C'est le début des open data, ou données ouvertes, que chacun peut consulter, modifier, utiliser ou encore diffuser. Cette initiative américaine a été suivie en juin 2013 par l'adoption d'une charte par les chefs d'État du G8. Dans un esprit d'ouverture, comme celui engagé quelques années plus tôt par les États-Unis, cette charte repose sur le principe qu'une donnée publique est à considérer comme ouverte, c'est-à-dire mise à disposition de chacun, accessible et réutilisable par tous gratuitement, sauf dans les cas particuliers liés à la défense et à la sécurité. C'est ainsi que sont nés les open data gouvernementaux. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Vous avez maintenant quelques repères importants concernant les données et leur traitement. À bientôt!